39 millisecondes, c'est ce qu'il vous a fallu pour identifier si vous aviez besoin d'avoir peur de moi. Et comme personne n'a quitté la salle, c'est plutôt rassurant. 39 millisecondes, c'est hyper rapide, c'est non conscient, c'est efficace puisque c'est là pour nous protéger d'un certain danger. Et d'autant plus que c'est renforcé par un biais cognitif qui s'appelle biais de confirmation, qui a tendance à nous conforter dans ce qu'on est en train de faire. Cette première impression, elle est non consciente. Le biais cognitif, il est non conscient. Mais il détermine la suite de la relation qu'on a ensemble. C'est hyper important parce que l'essentiel de ce qui se passe dans nos relations se passe de manière non consciente. 6 octets par seconde. 6 octets par seconde, c'est ce qui passe au niveau conscient. 1,3 million d'octets, c'est ce qui se passe par seconde au niveau non conscient. C'est toutes les informations que vous recevez par seconde au niveau non conscient. L'essentiel donc de ce qui se passe, c'est non conscient. Pourtant, bien souvent, on nous dit qu'il faut passer par la prise de conscience, qu'il faut convaincre les gens, fournir des arguments, alors que l'essentiel de ce qui se passe est non conscient. 6 octets par seconde par rapport à 1,3 million, c'est 0,0005% qui passe au niveau conscient de l'information. 0,0005%, j'ai qu'une dia pour vous montrer ça, le chiffre, parce que si j'essaie de le faire sur un graphique, c'est impossible. La taille du non-conscient est beaucoup trop grande. Ça équivaut à peu près à prendre un grain de riz, vous le mettez dans votre bouche, celui-là vous pouvez le déguster, vous pouvez en prendre conscience, mais en même temps, il y a 6 kilos de riz qui rentrent directement dans votre estomac. C'est ça, l'importance du non-conscient. Et c'est extrêmement présent. Par exemple, vous êtes assis sur un siège. Jusqu'à maintenant, vous aviez des informations qui venaient de la part de votre siège de manière non consciente. Évidemment, maintenant que je vous en parle, c'est conscient. Mais avant, c'était non conscient. Si vous êtes dans une situation de négociation, eh bien, si vous êtes assis sur un siège moelleux, vous aurez tendance à faire des concessions. Si vous êtes assis sur un siège dur, comme cela, vous aurez tendance à camper sur vos positions. Pourtant, vous n'en êtes pas conscient. À aucun moment vous dites « Ah, le siège est super confortable, donc je vais faire quelques concessions ». Ça se fait, mais ça a un énorme impact sur vos comportements. Alors, un des exemples typiques de l'influence de l'environnement sur les comportements, c'est l'effet carreau cassé. Dans une rue qui est taguée, eh bien, il y aura une augmentation de la probabilité d'autres incivilités, du littering, des déprédations, peut-être même de la violence. L'effet carreau cassé, il produit une forme de sensation dans l'environnement dégradé qui va se polluer à l'intérieur de notre cerveau, de nos attitudes, de nos comportements et de nos opinions, et qui va faire que dans cet endroit-là, le nombre de dégradations va augmenter. Rudolph Giuliani, quand il était maire de New York entre 1994 et 2001, il a beaucoup utilisé ça comme politique publique en se disant il faut nettoyer, il faut repeindre, il faut réparer tout ce qui peut être réparé dans la ville de New York. Ensuite de ça, il a ajouté de la présence policière à pied. Et petit à petit, ça a produit des sensations de propreté qui ont produit des comportements de propreté, d'éthique, et qui ont contribué à préserver l'environnement. Donc, la ville est devenue de plus en plus propre, avec un sentiment de sécurité qui grandit, avec des gens qui adoptent des comportements de propreté, et la population new-yorkaise en est même arrivée à être elle-même un agent du contrôle social, en voulant préserver cet environnement qui était devenu beaucoup plus propre et qui produisait moins de dégradation. Au Japon, par exemple, il y a extrêmement peu de poubelles dans l'espace public. Qu'est-ce que font les gens? Ils gardent leurs déchets avec eux, ils les ramènent chez eux à la maison, ils les trient une fois qu'ils sont arrivés chez eux. Alors,
utiliser cette possibilité de modifier l'environnement, eh bien, ça va faire produire, par exemple, des lieux aussi spectaculaires, mais surtout efficaces en termes de propreté ou d'éthique que la High Line à New York, ou bien des lieux comme les rues de Copenhague. Et l'essentiel des Danois utilisent le vélo, mais si vous allez visiter Copenhague, bien évidemment, vous allez visiter en vélo. Ou alors, même plus près de chez nous, la baignade dans l'Ar. En pleine ville de Berne, on peut se baigner et être dans un environnement naturel et ensuite sortir de l'eau va prolonger la probabilité que des comportements respectueux, propres, éthiques se propagent. C'est comme si vous êtes dans cet environnement et les dizaines, centaines d'informations qui viennent vers vous, qui rentrent dans votre système à un niveau non conscient, ils produisent une intuition de ce qu'il y a à faire. Mais est-ce qu'on peut se fier à ces intuitions ? Essentiellement, notre éducation, elle nous a dit non. Essentiellement, notre éducation, elle nous a plutôt dit qu'il fallait se méfier de notre intuition, qu'il fallait essayer de la laisser de côté pour privilégier la réflexion, le peser le pour et le contre, obtenir une posture qui est issue de notre réflexion. Eh bien, c'est faux. Vous pouvez d'ailleurs prendre une pièce de monnaie. Prenons un exemple, vous avez été visiter 2 appartements, puis les 2 ont des pour et des contre, vous ne savez pas lequel choisir. Eh bien, prenez une pièce de monnaie, attribuez à la face A le premier appartement, à la face B le deuxième appartement, vous lancez la pièce de monnaie, et ensuite, quand vous avez le résultat indiqué par la pièce de monnaie, vous aurez immédiatement une sensation. Cette sensation, elle est produite par votre intuition. Cette sensation, elle a compilé plein de données. Cette sensation, soit elle va vous faire sentir déçu, agacé, triste, peut-être même énervé. Ou alors, cette sensation, elle va vous faire sentir joyeux, rassuré, excité peut-être même, déjà en train de meubler ce nouvel appartement. Eh bien, cette manière de suivre votre intuition, c'est plus efficace que la réflexion. C'est plus efficace parce que l'intuition parvient, avec un grand intégrateur, à compiler des dizaines, voire des centaines de données. Ça tombe bien parce que ces centaines de données, elles viennent de l'environnement et elles passent à un niveau non conscient. Une fois que votre intuition elle a fait ça, elle élabore une cohérence. Si elle parvient à élaborer une cohérence, et plus l'environnement sera cohérent, plus ce sera facile, alors votre intuition, elle va faire émerger une sensation au niveau conscient qui va devenir évidente. Un peu comme ces 2 montagnards qui font de l'escalade sur des cascades glacées. Ils partent pour une de ces aventures, ils font 2 heures de route, ils discutent, ensuite ils marchent, ils rigolent. Et puis quand ils arrivent en bas de la cascade, ils se regardent et en fait ils ne le sentent pas vraiment. Et comme en plus les 2 ont cette même intuition, ils décident de renoncer. Ils sont un peu perplexes parce qu'ils n'arrivent pas à expliquer pourquoi ils ont renoncé. Mais quand même, ils rentrent, ils retournent sur le parking à la voiture. Et au moment où ils arrivent sur le parking, il y a une avalanche qui passe par-dessus la cascade. Leur intuition leur a sauvé la vie. Leur intuition a été capable de compiler des centaines de données climatiques, environnementales, contextuelles, la température, pendant qu'ils marchaient, pendant qu'ils discutaient, en plus associées de leur grande expérience de la cascade de la Varap sur les cascades glacées. Cette intuition, elle se fait sans aucun effort. Cette intuition, elle est bien meilleure que notre réflexion. D'ailleurs, pour tous les problèmes complexes, on a pu identifier qu'on est meilleur pour résoudre ces problèmes, on produit moins d'erreurs et notre solution obtenue, elle est plus durable si on utilise notre intuition. Mais ça contredit notre éducation. Notre éducation, elle nous a plutôt dit « tu dois être rationnel ». Et alors, en matière environnementale, on est vraiment dans une situation complexe. Il y a
la perte de biodiversité, il y a la pollution des sols, des eaux, il y a l'augmentation des gaz à effet de serre, il y a la population, la surconsommation, les migrations, les mouvements politiques, les discours scientifiques, populaires, les réseaux sociaux, etc., etc. Et si on réfléchit, c'est extrêmement compliqué, et si on réfléchit, on va réduire. Alors que si on utilise notre intuition, eh bien, on va laisser ces centaines de données s'ajouter à notre expérience et on va laisser une intuition émerger. Par exemple, si vous avez juste une décision à prendre par rapport à deux choses, vous pouvez faire l'exercice de la pièce de monnaie. Mais il est aussi possible que vous ayez des possibilités qui soient plus nombreuses qu'à deux possibilités. Dans ce cas, fermez simplement les yeux et laissez émerger une intuition de ce que vous allez faire demain en arrivant au travail. Ça va venir, spontanément. De toute façon, vous aurez une sensation par rapport à ça, positive ou négative. Si c'est positif, vous pouvez la suivre. Si c'est négatif, vous refaites l'expérience. Et éventuellement, vous aurez tout à coup pris la décision de venir en vélo au travail. Mais c'est issu d'une grande intégration de données, d'une émergence de cohérence. Et si vous venez au vélo en travail, vous aurez, vous, la sensation que votre comportement est adapté à l'environnement. Mais surtout, le vélo que vous allez laisser devant l'entreprise ou devant les bureaux, il va agir, lui, comme un élément de l'environnement qui aura changé pour tous les autres. Et qui va faire que d'autres gens, probablement, prendront le vélo. Alors voilà, vous avez deux possibilités maintenant. Soit vous continuez d'essayer de convaincre. Vous continuez d'essayer d'utiliser le chemin rationnel. En gros, vous avez 0,0005% d'y arriver. Soit, les études environnementales, elles montrent ça, vous avez 80% des facteurs qui favorisent des changements de comportement dans le monde de l'environnement qui sont liés à des facteurs qui sont environnementaux, contextuels. Donc soit vous fabriquez des environnements végétalisés, des rues piétonnes, et si vous êtes administrateur d'une ville, mais si vous êtes organisateur d'un événement ou si vous êtes responsable d'une entreprise, vous pouvez organiser des environnements de manière locale, spécifique, petite, qui vont faire que votre intuition vous donnera immédiatement la sensation de ce qu'il y a à faire dans cet environnement. À vous de choisir.